Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 novembre 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que je ne serai pas là lundi prochain, je serai donc absent. De ce fait, le prochain briefing des marchés aura lieu le mardi 10 novembre. Alors tout de suite, direction les marchés. Nous ne connaissons toujours pas l'actuel président, enfin qui sera le prochain président des États-Unis. Toutefois, eh bien, d'après les derniers résultats, il semblerait que Joe Biden ait une légère avance dans les résultats. Et on constate quand même que la plupart des bourses ont retrouvé l'appétit pour le risque, puisque finalement les élections américaines n'impactent pas tellement euh, les marchés. Le CAC 40 affiche désormais 5 séances consécutives de hausse quasiment, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un an pour un gain total de quasiment un peu plus de 7%, 7,5% presque, et se dirige aussi vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril. Alors, entre autres, les investisseurs ont aussi salué l'augmentation plus marquée qu'anticipée du programme d'achat d'actifs de la Banque centrale d'Angleterre, complétée encore une fois par de nouvelles mesures gouvernementales de soutien à l'économie, donc des banquiers centraux toujours très présents pour soutenir l'économie. De ce fait, eh bien, les marchés saluent ces bonnes nouvelles et continuent de grimper. Dans la zone euro, on a aussi eu les ventes au détail qui ont subi en septembre une baisse de 2%, quand même 2 fois plus prononcée qu'anticipée. Et en Allemagne, les commandes à l'industrie, elles, ont augmenté de 0,5% seulement en septembre, alors que le consensus les donnait en hausse de 2%. Côté US, eh bien, les investisseurs semblent satisfaits des résultats des élections organisées aux États-Unis, même si pour le moment les résultats demeurent incertains pour la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. Cela devrait permettre aux républicains de conserver la majorité au Sénat. Et si l'issue de la présidentielle américaine dépend désormais d'une poignée d'États dans lesquels les écarts sont extrêmement minces, surtout depuis cette nuit, voire même ce matin, le dépouillement, lui, eh bien, se prolonge, comme vous le savez, en raison du nombre inhabituellement élevé de votes par correspondance. Et Joe Biden paraît tout de même se diriger vers la victoire, malgré la bataille juridique que compte instaurer Donald Trump, hein, puisqu'il a été censuré ce matin par certains médias dans une allocution qu'il a tenue auprès de la presse. Et certains médias ont même coupé son interview puisqu'ils estimaient que Donald Trump eh bien, s'emportait un peu dans son discours et tenait des propos totalement faux et dénués de sens puisqu'il n'apportait aucune preuve dans la fraude qu'il pourrait y avoir dans certains États. Toutefois, aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine au Sénat ne permettrait, enfin, une majorité républicaine au Sénat permettrait d'entraver en partie les projets du candidat démocrate en matière de fiscalité. Directement, on va passer sur ce graphique. Donc là, c'est les résultats à l'heure actuelle entre Joe Biden et Donald Trump. Il lui manque 7 grands électeurs à Joe Biden pour remporter cette élection présidentielle. Les démocrates devraient quand même conserver la Chambre des représentants. En revanche, le Sénat, lui, risque, encore une fois, d'être sous le contrôle des républicains. Et une majorité républicaine au Sénat, comme je vous le disais, euh, permettrait d'entraver en fait en partie les projets de Joe Biden sur la fiscalité, susceptible de peser en quelque sorte sur les bénéfices des entreprises à moyen long terme. Parce que rappelez-vous, Donald Trump avait lui-même baissé le taux d'imposition à 21% et Joe Biden
prévoyait de rehausser ce taux aux alentours de 28%. Et donc, cela les incite en gros à abandonner la prudence observée avant les élections et contribue à faire grimper les marchés actions américains depuis le début de la semaine, puisque si Joe Biden est élu président mais qu'il ne peut pas faire passer ces mesures fiscales, eh bien cela profite aux actions américaines puisqu'il n'y aura pas d'impact sur les bénéfices à venir. Derrière, actuellement, nous sommes quand même très serrés au point de vue des résultats, même si les taux se resserrent, j'ai envie de dire, puisque en Géorgie, Joe Biden est passé devant. C'est extrêmement serré entre les deux candidats, mais Donald Trump avait une longueur d'avance. En Géorgie, finalement, Joe Biden est en train de prendre l'ascendant. Pareil pour le Nevada et la Pennsylvanie, en tout cas, même si la plupart des bureaux de vote n'ont pas été dépouillés totalement, on constate que Joe Biden remonte aussi et pourrait peut-être prendre cet état clé. Alors, on aura sûrement une partie des résultats dans ces États d'ici ce soir. Toutefois, comme vous le constatez, il manque uniquement 7 grands électeurs à Joe Biden. Et pour rappel, le Nevada est composé, 6 grands électeurs pardon, pour Joe Biden, puisqu'il en a 264, il lui en faut 270 pour remporter les élections présidentielles. Et pour rappel, le Nevada est composé de 6 grands électeurs. Donc, si Joe Biden remporte le Nevada, logiquement, eh bien, il sera élu futur président des États-Unis. Donald Trump, encore une fois, risque de contester. Toutefois, en Géorgie, Joe Biden, pour le moment, est devant et l'État est composé de 16 grands électeurs. Donc là, très clairement, ça devrait creuser l'écart entre les deux candidats. De plus, pour rappel, Donald Trump, qui ne comprend pas pourquoi Joe Biden est remonté si rapidement dans certains États, tout simplement grâce ou à cause, tout dépend de quel parti on se met, au vote par correspondance, puisque on considère que l'ensemble des démocrates ayant en quelque sorte peur du virus, du coronavirus, ils n'ont pas préféré se déplacer aux urnes pour aller voter, mais ont voté par correspondance. De ce fait, les bookmakers estiment que 2/3 des électeurs qui ont voté par correspondance seraient ou sont démocrates, ce qui explique pourquoi Joe Biden a fait une remontée ces derniers jours. Et en plus de ça, les bulletins, les votes par correspondance, ce sont des bulletins qui sont dépouillés, en tout cas en dernier. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on assiste à une remontée de Joe Biden dans certains États. Par ailleurs, nous avons eu aussi hier la Fed, lors de sa réunion, lors de sa politique monétaire. Dans son communiqué, la Fed est disposée, encore une fois, on a eu un statu quo, hein, mais la Fed est disposée à utiliser l'ensemble des instruments dont elle dispose pour continuer à maintenir des taux quasi nuls, en fait, tant que le marché du travail n'aura pas retrouvé son niveau maximal et que l'inflation, elle, ne sera pas aussi en passe de dépasser pendant un certain temps son objectif de 2%. Donc, plutôt des bonnes nouvelles cette semaine pour l'ensemble des marchés. Comme je vous le disais, les élections américaines, finalement, n'ont que peu d'impact sur le marché action, sauf si Donald Trump se décide à faire un coup d'État, qui reste un peu quand même peu probable. Toutefois, ça pourrait créer de l'incertitude et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Les marchés aiment quand il y a de la visibilité, de la clarté. Et là, c'est vrai qu'avec un tour de force de Donald Trump, ça pourrait un peu ralentir cette espèce de bull run en place depuis le début de la semaine. Toutefois, des banquiers centraux toujours très présents, le bilan de la Fed qui continue à grimper et qui devrait continuer encore
à grimper durant les prochaines semaines et les prochains mois, puisque la Fed n'a tout simplement pas envisagé de ralentir le rythme des achats d'obligations à hauteur de 120 milliards de dollars par mois. Donc, pour l'instant, pour les investisseurs, c'est rassurant de savoir que la Fed est toujours en soutien. Comme je vous le disais, elle le restera encore très longtemps tant que le marché du travail n'aura pas retrouvé un niveau décent. Pour rappel, on a quand même le NFP cet après-midi à 14h30 aux États-Unis. Les analystes tablent sur une baisse du chômage. Actuellement, on est à 7,9%. Le consensus table sur un taux de chômage aux alentours de 7,7%, mais ça reste quand même à un niveau élevé, puisque nous avons 11 millions d'Américains qui ont actuellement perdu leur emploi, et en parallèle, 25 millions qui ont accepté une baisse de leurs revenus. Donc très clairement, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va retrouver, qu'on va remonter sur les niveaux d'avant-crise. Ça va mettre plusieurs mois. Certains parlent d'un retour à la vigueur que connaissaient les États-Unis, à la vigueur économique que connaissaient les États-Unis pour fin 2021. Donc très clairement, la Fed continuera à faire ce qu'elle fait de mieux, à savoir injecter des liquidités à foison sur les marchés financiers pour continuer de les soutenir. Ici, c'est le dollar index qui chute au plus bas depuis mai 2018. Tout simplement parce que les investisseurs parient sur la victoire de Joe Biden. Très clairement, Joe Biden devrait aussi proposer un plan de relance massif. Toutefois, si le Sénat est sous une majorité républicaine, ça pourrait entraver en partie les projets du candidat démocrate sur un plan de relance plus massif. Toutefois, démocrates et républicains vont devoir finir par s'entendre sur le plan de relance à venir qui est actuellement en place aux alentours de 1800 milliards de dollars. Mais très clairement, une victoire de Joe Biden fait que le dollar index plonge et chute à un plus bas historique. Et en parallèle, hier justement, on a constaté une hausse très importante sur le Bitcoin, mais aussi sur le gold, qui, selon moi, a validé un signal technique haussier. Donc, on fera le point sur la partie graphique, mais très clairement, en fait, on constate que depuis le sommet du mois de mars, depuis la dégringolade du dollar index, on a une corrélation assez incroyable entre le gold et le Bitcoin, tout simplement, puisque les investisseurs, déjà d'une part, la dépréciation du dollar favorise la hausse du cours de l'or, et d'autre part, voir leur monnaie reculer de manière assez impressionnante depuis maintenant plusieurs semaines, invite tout simplement les investisseurs à allouer une partie de leur portefeuille, de leur liquidité sur des monnaies dites alternatives, comme les crypto-monnaies tout simplement, pour éviter d'avoir et de subir une dépréciation trop importante des monnaies fiduciaires. Ce qui explique en partie, même si d'autres éléments propulsent aussi le BTC, mais j'estime que la dépréciation du dollar joue un rôle important sur le rallye haussier qu'on connaît actuellement sur les crypto-monnaies. Passons maintenant à la partie graphique avec le CAC 40 qui réalise une semaine incroyable. Où en sommes-nous sur l'indice national? J'ai bien l'impression qu'on évolue
finalement dans un canal baissier de moyen long terme. Ici, on s'est fait une petite frayeur sur cette fameuse zone de polarité hebdomadaire, rappelez-vous, hein, ce gros niveau de prix. Finalement, le marché n'aura pas réussi à aller un peu plus bas pour venir combler ce gap, et derrière, il donne l'impression que les élections américaines sont un non-événement et que derrière, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump, peu importe, puisque le programme des deux candidats, au final, sera quasiment le même, puisque le fer de lance, ça va être autour de l'emploi US. Maintenant, on assiste à un véritable rallye sur le CAC 40 quand même, qui prend presque 500 points en ligne droite en seulement 5 séances. On est en plein FOMO. C'est vrai que là, on a l'impression que le CAC 40 va même sortir par le haut de ce canal haussier. Et effectivement, une sortie par le haut, je pense, étant donné la dynamique et le flux haussier auquel on assiste depuis plusieurs jours, eh bien, permettrait d'aller chercher des niveaux bien plus importants, aux alentours de 5004, voire 5006, hein, à moyen long terme, surtout que les 2 derniers mois de l'année, dans l'ensemble, sont plutôt des bons mois boursiers. Derrière, si l'évolution de l'épidémie est en quelque sorte contrôlée ou ne permet pas d'avoir des inquiétudes plus profondes, vous voyez qu'actuellement, le marché, malgré un nouveau confinement, pareil, se moque un peu du virus. Et ce qui compte, c'était les élections US, voir qu'au final, on va avoir plutôt une stabilité, que Joe Biden, comme je vous le disais, aura peut-être la Chambre des représentants, mais pas le Sénat. Donc, tous ces projets de loi visant à impacter un peu le marché action ne pourra pas se faire dans l'immédiat. Et derrière, les plans de relance à gogo vont permettre aux indices de poursuivre leur ascension, plus le soutien inconditionnel des banquiers centraux. D'un point de vue technique, on se rapproche quand même de la borne haute de ce canal. Ici, j'invite quand même à la prudence. On est monté en ligne droite. Le marché pourrait consolider et se stabiliser. À surveiller. Bien évidemment, une sortie par l'eau de ce canal enverrait un signal technique haussier fort. Et on pourra aller chercher très facilement les 5250. Tant qu'on est dans le canal, on ne va pas céder à l'euphorie. On pourrait très bien retracer une partie du mouvement avant de sortir par le haut. En données 4 heures, on a des prix qui sont quand même très éloignés de la Tenkan. Pareil pour la Kijun. Toutefois, pas de chandelier de retournement. En soi, on est juste venu combler le gap. On est sur support. Tant qu'on n'enfonce pas le support, le risque de dégringolade me paraît limité, en tout cas dans l'immédiat. En 4 heures, je ne remarque pas de signal de retournement. On est juste venu combler le gap, prendre appui sur la même 200, toujours en place sur les 4930. Donc, étant donné que le flux est haussier et impulsif, il est nécessaire d'avoir un chandelier ou un pattern suffisamment puissant pour retourner cette tendance. Car là, actuellement, ça ne sert à rien de nager à contre-courant. De plus, nous avons le NFP cet après-midi et cela devrait engendrer un peu plus de liquidité, de volatilité sur les marchés. Et pareil en données 1 heure, pour l'instant, on avait quand même un RSI qui était extrêmement surchargé en zone de surachat, vous voyez ici, mais c'est la force acheteuse qui est en place, hein. C'est tout simplement pas un signal de vente quand le RSI rentre en zone de surachat ou de survente. Vous voyez que derrière, le marché n'a fait que monter. Ça devient intéressant quand il commence à sortir de cette zone, mais pour le moment, on est au-dessus d'un support et on ne vend pas un support. Théorie d'eau, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Les acheteurs gardent la main pour le moment. La bougie de la semaine est quand même assez remarquable. Finalement, hein, on voit que Chikou est libéré de tout obstacle, on sort par le haut de ce nuage. Donc derrière les 5050 points, on pourrait très bien aller les chercher en cas de sortie, enfin même plus, hein, je vise les 5250 si on sort par le haut de ce canal baissier. Donc à surveiller pour la semaine prochaine. Toutefois, je n'exclus pas une
consolidation proche de la borne haute du canal et entre 4870. Vous voyez qu'on vient de chercher un peu la Tenkan. On voit qu'on est quand même dans une zone de surachat, que les prix on est peut-être monté un peu haut, un peu vite, et que le marché va sûrement avoir besoin de respirer au cours des prochains jours, peut-être se stabiliser avant de déclencher sa nouvelle jambe de hausse. Donc, à surveiller. En tout cas, la semaine prochaine risque d'être palpitante sur les marchés financiers. Concernant le DAX, même constat, hein, le DAX, énorme flux haussier toute la semaine. Bon, finalement, l'objectif de cette épaule tête-épaule aura été quasiment atteint, il manquait quelques points. Je considère quand même que cette figure a été validée, hein, puisqu'elle a offert quand même une belle dégringolade. Mais pour l'instant, les acheteurs, eh bien, prennent l'ascendant psychologique. Tout simplement, on retrace en plus de 61,8. On est sur une belle zone de support, encore une fois, donc compliqué de vendre un support. Si on se rapproche en haut des 12 575, une nouvelle fois, pourquoi pas essayer de mettre en place des stratégies de vente pour venir combler ce gap. On a un magnifique gap ici haussier, on n'est pas venu le combler. On pourrait venir combler ce gap avant de repartir. Encore une fois, je n'exclus pas une nouvelle phase de stabilisation de l'indice avant d'avoir un nouveau mouvement directionnel. En données 4 heures, ça reste haussier. Pareil, hein, pas de chandelle de retournement, on est sur un support, on bloque sous la résistance des 12 575. Pas de divergence baissière, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures. Voyons voir sur les futurs si on a un peu plus d'informations. Mais ça reste haussier. Même en 1 heure, on pourrait peut-être presque faire, vous voyez ici, une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Et si ça part, on pourrait encore une nouvelle fois accélérer, hein, comme ici, cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. C'est parti une nouvelle fois. À surveiller, mais moyenne mobile 50 en soutien, tendance haussière. On peut même caler, je pense, ici une droite de tendance, voire un canal. Bon, il n'est pas très beau, je trouve. Surtout qu'on a fait de l'excès ici, il faudra qu'on ait un troisième point de contact. Mais la tendance, elle, reste haussière pour l'instant. Voilà, gros niveau à passer, ça va être la résistance aux alentours de 12 550, comme je vous le montrais sur l'indice cash, couplé avec la fameuse MM200. Et si on passe au-dessus, eh bien, on peut entrevoir une nouvelle accélération en direction des 12 800. Mais là, pour l'instant, on sent quand même que un flux haussier est en train de s'installer et qu'on n'est pas sur un rebond technique, en tout cas, on est plus dans une phase de reprise haussière qui pourrait conduire à une dynamique haussière de moyen long terme d'ici la fin de l'année. Très important de surveiller ce mouvement qui est en train de se mettre en place car il est extrêmement puissant. Le Dow Jones. Pareil sur le Dow Jones, c'est le même constat, seulement que lui il monte avec pas mal de gaps, mais on est dans le range. On est dans le range toujours et autant vous dire que si on casse la borne haute de ce range dans les prochains jours, on va terminer l'année en beauté avec des nouveaux plus hauts historiques. Pour l'instant, pareil, je n'exclus pas un retour, un repli pour qu'on vienne combler au moins ce gap-là avant de repartir. Mais une dynamique quand même très haussière depuis le début de la semaine, une phase de trading range. Généralement, les marchés accélèrent après les élections, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Et le signal technique de moyen long terme, ce serait la cassure de ce range par le haut.
en données 1 heure, ça reste aussi des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. On va quand même basculer sur les futurs qui étaient un peu dans le rouge ce matin suite à l'allocution de Donald Trump, un peu virulente d'ailleurs. Et on perd 0,5, mais voilà, c'est toujours soutenu par la MM50. On pourrait très bien faire limite une caisse sur Tenkan-Kijun, vous voyez, comme ici, hein, dans le sens du flux. Et derrière, ça part. On a, je pense, un canal haussier presque, un peu plus propre. Bon, on va essayer de cadrer ça à l'intérieur d'un canal, mais soutenu hein, par la MM50, ici en 100 périodes, 50 périodes. Et derrière, tant qu'on ne casse pas cette dynamique, c'est d'aller chercher les plus hauts, de retourner tout simplement sur la borne haute de ce range. Donc, à voir ce que vont donner les chiffres du NFP cet après-midi, notamment avec le chômage US. Mais encore une fois, hein, si les chiffres sont bons, eh bien, il devrait soutenir la tendance et permettre au Dow Jones d'accélérer à nouveau pour aller chercher sa borne haute. Et derrière, peut-être venir voilà, casser cet oblique. Et si on casse cet oblique couplé à la borne haute du canal aussi, du range du rectangle, eh bien, comme je vous le disais, je m'attends à une fin d'année en beauté pour l'ensemble des indices. L'euro-dollar, pareil, en train de déclencher sûrement un signal technique haussier, toujours enfermé dans ce range. Et ça semble plutôt bien parti pour un redécollage haussier pour l'euro-dollar. Et peut-être la fin d'une phase de stabilisation, consolidation. Vous voyez j'évoquais souvent le niveau des 1,1875, gros niveau clé. Et là, on a quand même bien consolidé dans ce fameux rectangle. Et là, on est en train de sortir par le haut de ce rectangle et par le haut de ce canal baissier. Donc très clairement, une clôture au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,2040, voire 1,2180 derrière. Objectif théorique, ce serait les 1,2120. Je considère c'est un niveau intermédiaire, que les paliers majeurs se situent vraiment aux alentours de 1,2040 et 1,2080. 1,2180. Donc à surveiller, surtout avec le NFP, mais en tout cas, peut-être que d'ici la semaine prochaine, eh bien, l'euro pourrait mettre un terme à cette phase de congestion qu'on a eue depuis plusieurs semaines et déclencher une nouvelle vague de hausse en direction des prochaines résistances. En données 4 heures, on a quand même une belle bougie 4 heures qui est en train de se matérialiser ici. On était certes dans un range, mais vous voyez qu'on n'a pas changé de retournement. Hein. Donc là, la stratégie de trading range ne semble pas fonctionner. Enfin, ce ne serait pas cette stratégie-là qu'il faudrait choisir et opter dans un premier temps. Plutôt un sentiment de sortie par le haut de ce range. Toutefois, on ne se précipite pas à l'approche d'un événement majeur comme le NFP aux États-Unis, puisque logiquement, il devrait donner le tempo pour la suite. Mais graphiquement, on a le sentiment que l'euro a envie de reprendre de la hauteur, reprendre des couleurs et d'aller chercher les prochaines résistances, comme je vous le disais, aux alentours des 20-40. On fera le point mardi, justement, pour voir si cet objectif est atteignable. Le GBP USD. Pareil pour le GBP USD, on avait un magnifique range 4 heures, on tente de sortir par le haut de ce range aussi.
alors on était dans de l'indécision la plus totale au cours des derniers jours, entre mardi, le jour des élections, et hier, mais on était dans un range. Surtout en données 4 heures, je trouve que ce range est assez propre techniquement, et voilà. Pareil, on n'a pas de chandelier de retournement ici, hein. Là, autant on pouvait donner l'impression des doji derrière invalidés. Là, on s'est fait une belle mèche basse hier, aujourd'hui, puisque je suis en données 4 heures, finalement, ça remonte. Il faudrait que j'ajuste de nouveau le. Voilà, on va dire que le niveau clé à franchir, ce serait les 1,3150. Voilà, pour éviter de tomber dans l'excès sur mèche. Mais ça semble plutôt bon aussi, hein, à peu près la même dynamique que l'euro, puisque le dollar est un peu plombé par les enjeux politiques et à la fois économiques. De ce fait, le GBP pourrait lui aussi, en cas de confirmation au cours des prochaines heures, voire des prochains jours, si jamais on se stabilise, et semble bien parti lui aussi pour une nouvelle accélération à la hausse. Et la prochaine résistance, c'est un peu ce gros niveau ici qu'on a là, aux alentours des 1,3350. 1,3350, on a une petite résistance intermédiaire, j'ai envie de dire, aux alentours des 1,3175. Et si on repart de l'avant, pourquoi pas aller chercher les 1,3350. Cette fameuse oblique qui passe par tous les plus hauts depuis 2007. En tout cas, en weekly, voilà, on était capé, vous voyez, par cette fameuse Tenkan durant tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre, et là on en sort par le haut. Vous voyez que chaque fois elle a plutôt bien fait le job ici, elle empêchait les prix, on faisait de l'excès, on ne parvenait pas à clôturer au-dessus, et là on a le sentiment que les prix sont libérés, et que derrière Chikou c'est exactement la même chose, et qu'on pourrait très bien accélérer pour venir taper une nouvelle fois cette fameuse oblique baissière de très long terme, oui, cette oblique baissière de très long terme en place depuis 2007. Et donc cette sortie de range permettrait d'aller chercher voilà, les 1,3350 comme je vous le disais, 1,3350 et le palier intermédiaire aux alentours de, bon, c'est quasiment au même niveau, c'est les 1,33, 1,33 voire 1,3350. L'USD CAD, on fait un peu un tour d'horizon sur les paires en dollars dans ce briefing des marchés aujourd'hui. Sur un niveau intéressant, encore une fois, du range. Finalement, le Forex, c'est un marché de range. Euro-dollar, range, GBP, USD, range, USD, CAD, range, encore une fois. Donc, mise en place de la stratégie ping-pong entre les deux bornes, tout simplement. Donc là, on est sur un beau niveau de support, en plus, sur les 1,30-30. Le pétrole chute un peu. On fera un point techniquement derrière. On se situe donc sur une belle zone de support. Toutefois, nous n'avons toujours pas de signal de retournement haussier sur cette borne basse. On est certes sur un niveau de support majeur. Toutefois, il serait préférable d'attendre un signal de retournement technique. Car si derrière, étant donné que la tendance est baissière, on sort par le bas de ce range, là, il faudra aller chercher les 1,2960. On pourrait même dégringoler bien plus bas pour aller chercher les 1,28. Vraiment, on a un beau range de consolidation. Si ça casse par le bas, ça pourrait très rapidement accélérer en direction des 1,28. Premier palier, 1,2960. Deuxième palier, aller chercher 1,28. Et tant qu'on reste dans ce range, on peut toujours opter pour une stratégie de trading range. Toutefois, j'aimerais bien un signal de retournement haussier. Je notais éventuellement cette étoile du matin, vous voyez ici, belle mèche, un peu un marteau, mais un marteau inversé.
mais qui rentre dans la configuration de l'étoile du matin, derrière belle bougie. Toutefois, j'aimerais une confirmation en données journalières. Et étant donné qu'on a le NFP cet après-midi, voilà, il faut attendre que la poussière retombe, que le marché digère toutes ces annonces avant de voir par quel chemin la paire va décider de se diriger. Soit la hausse, et donc on pourrait avoir cette fameuse stratégie de ping-pong, soit si on sort par le bas, comme je vous le disais, là au contraire, il faudrait privilégier une accélération vers les niveaux de support. Donc, encore une fois, il serait pertinent de laisser passer les grands événements majeurs de la semaine, voire même les élections, hein, on ne sait-on jamais, d'ici là, pour avoir un peu plus de visibilité sur cette paire, mais on se situe sur un niveau intéressant en tout cas, et on pourrait avoir un signal technique au cours des prochains jours. Et en donner une heure, non, pas d'information. Pas grand-chose à dire en donner une heure en tout cas. On fera le point la semaine prochaine justement sur cette paire. Concernant les matières premières, avec le gold, c'est haussier, comme toujours d'ailleurs, mais on a eu un signal technique selon moi. La bougie flux d'hier, plus 2%, très clairement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une séance à plus de 2%, et on l'attendait quand même depuis un bon moment, cette cassure nette de la MM200 et de la résistance horizontale qui a tant maintenu les prix en échec durant plusieurs séances, et c'est chose faite. Hein. Hier, vous voyez que là, MM200, Kijun, on pulvérise tous les niveaux, on sort quasiment par le haut du nuage, Chikou qui est à peine gêné, mais ça sent la fin de la consolidation. On avait cette sortie de biseau avec un pullback assez long, mais derrière, ça sent quand même bien parti pour le gold. Et là, pour moi, certains y verront en plus un double bottom ici. Vous voyez, hop, double bottom. Si on prend la ligne de coup, on est venu faire le pullback. Si on reporte la hauteur, objectif 2000 $. Même si je vise bien plus haut à moyen terme, mais là c'est haussier sur le gold en tout cas. Le signal technique a été validé la semaine dernière, hier. Et d'une part, on a aussi ce double creux comme je vous le disais, donc objectif à 2000. Puis retour sur les plus hauts historiques, 2070. Et si on casse, direction 2100, 2200. Et puis on va continuer de la sorte puisque les fondamentaux plaident très clairement pour une poursuite de la hausse à moyen long terme. Et là, ça semble bien parti pour l'ensemble des minières. Même le silver a fait une belle hausse au cours des derniers jours. Pas de signal technique en revanche, mais là, je considère que sur le gold, eh bien, il se passe quelque chose d'intéressant et que le marché est en train, se prépare en tout cas, à sa nouvelle jambe de hausse. Le Brent, que dire sur le Brent? On est dans un canal baissier. Le Brent recule, on perd quasiment 3%, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Le sentiment qu'on est dans un canal baissier, qu'on ne parvient même pas à aller chercher la borne haute. Je vais regarder la bougie hebdomadaire d'ailleurs. Ouais. Bougie hebdomadaire est pas terrible, je trouve. Prisonnier entre une Tenkan et une Kijun. Vraiment balle au centre, hein. On ne sait pas trop si on doit aller reprendre de la hauteur ou aller plus bas. J'aime pas quand les prix sont enfermés entre une. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à faire quand les prix sont enfermés entre une Tenkan et une Kijun. C'est vraiment l'incertitude. Et ça se voit dans la bougie. Hein. On fait une belle mèche basse, belle mèche haute et quasiment on se retrouve au milieu.
J'estime qu'on pourrait avoir un range de moyen terme, quand même, toujours entre les 45 et les 37-35, mais qu'actuellement, bon, pas de signal technique particulier sur le pétrole. On a eu un peu d'action en début de semaine, mais là, on est sur support. Donc oui, effectivement, si on enfonce le support, on pourrait se dire qu'on retourne sur la bande basse, voire peut-être qu'on est dans un canal baissier. Donc venir chercher cette zone de support. Mais sinon, en données 4 heures, on avait la divergence ici. Non, vraiment pas grand-chose à dire sur le Brent. On est sur un support, donc on ne vend pas un support, on attend sa cassure. On est coincé entre une Kijun, une Tenkan et une Kijun juste en dessous en hebdomadaire. Pas évident. C'est pas l'actif où il se passe de l'action. Très clairement, dans la revue de marché qu'on vient de faire, on a vu quand même que sur le gold, le forex notamment, il se passait quelque chose, il se passait de l'action. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir de l'affect pour certains actifs, mais il faut trader là où il y a de l'action. Et pour le moment, je considère qu'il faudrait laisser le pétrole de côté, puisqu'il n'est pas très intéressant, qu'il ne délivre pas de signaux à la hausse ou à la baisse. Le light, c'est exactement la même chose. Regardons la bougie hebdomadaire, même constat. Même constat, prisonnier toujours entre la Tenkan et la Kijun. Shikou aussi qui est bloqué, qui empêchait cette accélération à la baisse puisqu'on a aussi le plat. Plat du nuage juste ici, donc vraiment pas mal d'obstacles, ce qui fait qu'on manque un peu de visibilité, très clairement. Mais le scénario reste le même. Sentiment de trading range à venir. Et qu'à court terme, il ne se passe pas grand-chose sur le pétrole. On a beaucoup trop d'éléments techniques à la hausse comme à la baisse qui viennent freiner tout ça. Et c'est un peu la machine à laver, la lessiveuse, si vous voulez, porte de saloon. Voilà, ça part dans un sens, puis ça part dans l'autre. Donc très clairement, rester à l'écart, enfin, éviter d'aller sur ce genre de marché compliqué à trader où on manque de visibilité. C'est vaseux, j'ai envie de dire. Aller sur des marchés où voilà, les prix donnent des indications claires et nettes et ça vous évite de vous empêtrer dans des marchés où vous allez avoir des bull traps et des bear traps. Pour finir, intéressons-nous au Bitcoin. Que dire? Un bulldozer haussier. Très clairement, c'est impressionnant. On a fait une séance à plus de 10% hier. À part vous dire de remonter votre stop, encore une fois, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par cet incroyable flux haussier jusqu'à qu'il s'essouffle. Voilà. Ça ne sert à rien de vendre le BTC, en plein FOMO ici. Aucun signal de retournement. Là, ce qu'il faut faire, c'est remonter son stop, remonter son stop, remonter son stop et remonter son stop. Encore une fois, donc c'est vrai que celles et ceux qui ont gardé la position ici suite à la validation du double bottom, eh bien, j'espère en tout cas que vous avez réussi à garder un petit reliquat et que vous vous laissez toujours porter par ce flux. Mais là, oui, il faudrait quand même remonter. Bon, c'est vrai que encaisser quelques bénéfices me semble tout à fait légitime, car je n'exclus pas un retour sur les 14 400. On s'est quand même offert le luxe de sortir par le haut de ce canal haussier. Hein. Je l'ai recadré, ce canal. À la base, il n'était pas comme ça. On avait plutôt un canal, je l'avais tracé par ici, rappelez-vous. Le premier canal qu'on avait, hop, voilà, c'était celui-là. Sorti par le haut, et j'en ai cadré un autre de plus long terme, et hier, cassure des 14 400 et sorti par le haut de ce canal, direction les 15 800. Prochain niveau clé, 17 250. Donc pareil, remontez vos stops, hein, et peut-être qu'on va aller chercher les 17 250. Hein. Ça, je n'en doute pas. Mais
encore une fois, les marchés ne montent pas en ligne droite, à la verticale. Un pullback et une phase de respiration serait la bienvenue sur le BTC. Et très clairement, c'est ultra haussier. Hein. Phase de range, accélération, phase de range, accélération. Pourquoi pas faire une nouvelle phase de range et puis accélération en direction des 17 250. Mais surtout, ne vous amusez pas. J'ai envie de dire pas de vendre, mais de nager à contre-courant. Enfin, vous comprenez mes propos, puisque nous sommes dans un flux haussier impulsif, sans aucun signal de retournement. Les acheteurs gardent la main et ont très clairement pris l'ascendant psychologique. La bougie hebdo est monstrueuse aussi. Première fois qu'on évolue au-dessus de ce seuil depuis quasiment 2017, voire 2018. Donc ça montre qu'il est en train de se passer quelque chose sur la crypto-monnaie et que cette phase qui est là ressemble à une phase, pas de parabole, mais voilà. Ne vous mettez pas en face du train, cherchez plutôt à vous positionner et d'essayer de rentrer dans cette phase tendancielle. En tout cas, prochain niveau clé à chercher, 17 250. Et derrière, ce sera bien entendu les plus hauts historiques. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je tenais donc à vous rappeler que je serai absent lundi. On se retrouve donc à partir de mardi pour faire un point complet sur les marchés. Sur ce, eh bien, soyez prudents sur les marchés, notamment avec le NFP cet après-midi à 14h30. On pourrait quand même avoir pas mal de volatilité. Derrière, surtout, le résultat des élections américaines devrait aussi peut-être créer un peu d'agitation sur certaines paires de Forex, surtout si Donald Trump décide de contester les résultats. Donc, soyez prudents. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un point complet.